partir de... Un petit peu. À partir, moi, dit là. Vas-y, moi, dit là, ouais, c'est moins pire. À partir, moi, dit là. C'est drôle, ça. Ok. Ah, ok. C'est comme ça. Ah, ok, c'est comme ça. Ok, ok, ok. Euh... Va changer la date de la prochaine réunion des actionnaires. Est-ce que vous y croyez? Tech2 Interactive a changé la date de la prochaine réunion des actionnaires. C'est carrément la réunion la plus importante de l'année et ça pourrait bien être le signe qu'on attendait pour savoir quand le trailer 3 va arriver. Le trailer 3 de GTA 6. Bon alors, je dois vous avouer que en ce moment je suis pas mal dans le flou. Tech2 Interactive, la maison mère de Rockstar Games, vient de déplacer la date de sa prochaine grande réunion des actionnaires. Annoncée le 23 avril, Tech2 ont officiellement confirmé la date de sa prochaine réunion, qui est en gros une sorte de conférence téléphonique où ils donnent des infos sur les prochaines années fiscales de la boîte, ou même sur les résultats des derniers mois. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réunion était de base prévue pour le 14 mai, mais ce qui paraît être un simple changement de date cache en fait un truc super intéressant, et je sais ce que tu vas me dire. Ok, et alors, c'est quoi le rapport avec GTA 6? Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que quand tu vas voir le contexte derrière ce changement, tu vas comprendre que c'est pas anodin du tout. Croyez-le ou pas, c'est pas juste un changement d'agenda, c'est un vrai coup stratégique. Il y a aussi des journalistes sérieux, des insiders, des analystes financiers qui en parlent, et tout ça commence à nous donner un schéma un petit peu plus clair. Alors je te propose qu'on regarde tout ça ensemble.
Bon alors, pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement d'une boîte cotée en bourse, je vais expliquer ça rapidement. Take-Two Interactive est une entreprise publique, elle est listée au Nasdaq sous TTWO, ça veut dire qu'elle a des actionnaires, des gens qui ont mis des thunes dans la boîte, et régulièrement, elle est obligée de leur rendre des comptes. C'est ce qu'on appelle un earning call, une conférence de résultats financiers. Comme ça, vous le savez, pour les nombreuses personnes qui m'ont posé la question. En gros, le PDG Strozelnik s'adresse aux investisseurs. Il parle des résultats des derniers mois, des projets à venir, de la stratégie de l'entreprise, et les investisseurs, ils écoutent attentivement parce que c'est souvent là que les vraies nouvelles tombent. Et figure-toi que ce genre de réunion, c'est pas fixé au hasard, c'est planifié des semaines, voire des mois à l'avance. Alors, quand la date change, c'est aussi une information en soi. Donc voilà ce qui s'est passé concrètement. Le 23 avril 2026, Take-Two a officiellement confirmé que son prochain earning call se tiendrait le 21 mai 2026 à 22h30 heure française, call qui concerne les résultats du 4e trimestre et de l'année fiscale 2026 complète. D'après vos votes sur le sondage de la chaîne, vous voulez un live et une vidéo récap, donc on se retrouvera exceptionnellement ce jour-là en live un peu tardivement, parce que c'est 22h30 en France, hormis si on a des nouvelles avant. Bon là, je pense que je serai peut-être un petit peu trop occupé, mais je y reviens juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que cette date, elle arrive plus tard que d'habitude. Normalement, Take-Two tient ce genre de réunion dans une fenêtre d'environ 5 semaines, après la clôture de son exercice fiscal. Là, on est plutôt sur 6 à 7 semaines. Alors, une semaine de décalage, ça paraît rien comme ça, sauf que dans le monde des investisseurs et du marketing AAA, une semaine, ça peut vraiment tout changer, et les médias spécialisés l'ont très bien relevé. Games a noté que Take-Two avait discrètement décalé son rapport de sa fenêtre habituelle et que ça ouvrait une semaine supplémentaire pour que l'équipe marketing puisse déployer quelque chose avant la réunion. Le média GTA Boom a été encore plus direct en disant que ce call du 21 mai est le premier grand checkpoint pour les investisseurs depuis que Rockstar a verrouillé la date du 19 novembre, et qui représente la dernière chance avant la grande fenêtre marketing de l'été. Et là, il y a un détail que beaucoup de gens ont peut-être zappé, mais qui est absolument crucial. Lors du dernier earning call de Take-Two, en février, Strozelnik a dit quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'il dit jamais normalement. Il a confirmé que le marketing, qui comprend les grandes actions de communication autour de GTA 6, allait démarrer cet été, et il a même ajouté, et je cite à peu près, « Vous me connaissez bien, le simple fait que je vous dise qu'on a des actions marketing prévues cet été, c'est une énorme rupture avec ce que je dis d'habitude, parce que d'habitude, Strozelnik dit toujours que ce sont ses studios qui font les annonces, donc le fait qu'il soit sorti de son rôle pour confirmer ça lui-même, ça représente quelque chose. Alors cet été, ça couvre quoi exactement? Parce qu'il y a une petite nuance importante, dans le calendrier corporatif américain, l'été commence fin mai, et le 21 mai, c'est là que se tient précisément ce earning call. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez tous compris. On pourrait très bien avoir le gros de la communication, du marketing, etc. Tout pourrait commencer en même temps, fin mai. Avant de continuer, merci énormément à ceux qui like et qui s'abonnent. Je me suis lancé à fond sur YouTube depuis environ 1 an, donc merci énormément à tous ceux qui me soutiennent. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, donc merci énormément. Maintenant, il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte, parce que c'est là que tout prend un sens différent. Depuis l'annonce du report GTA 6 au 19 novembre 2026, Rockstar n'a absolument rien lâché sur le jeu. Aucun trailer, aucun screenshot officiel, aucune communication. Le silence radio total. Et ce silence, il a un coût, littéralement, les actions de Take-Two ont plongé depuis l'annonce du report. Quand la boîte a annoncé ce 3e décalage en novembre 2025, l'action a pris une grosse claque de presque 8% d'un coup, et puis selon les analystes de TIKR.com, le titre est en baisse d'environ 25% depuis le début de l'année 2026. Pour vous donner une idée, sur les 4 premiers mois de 2026, ils ont déjà perdu l'équivalent de tout ce qu'ils ont gagné en 2025, et même si c'est bien remonté suite au dernier leak financier de Rockstar, les investisseurs sont quand même nerveux, ils attendent une preuve concrète que le jeu va bel et bien sortir le 19 novembre. Donc dans ce contexte-là, tu imagines l'état d'esprit de Strozelnik quand il va se pointer devant les actionnaires le 21 mai, il peut pas se permettre d'arriver les mains vides. Maintenant, la logique veut qu'on ait quelque chose avant, hormis en cas de report bien sûr, ou dans le cas où il y a une annonce directement pendant le call. Profitez de tarifs préférentiels pour diplômés et professionnels avec TD Assurance. Le biscuit sourire de Tim est arrivé. Et chaque bouchée fait une vraie différence près de chez vous. Parce que 100% du produit de la vente va à plus de 600 organismes locaux et groupes communautaires. Achetez vos biscuits sourires chez Tim du 27 avril au 3 mai.
Alors maintenant, on a plusieurs scénarios possibles. Premier scénario, le trailer 3 arrive avant le 21 mai, c'est le scénario le plus stratégique, comme je l'ai dit juste avant. Rockstar balance le trailer dans les jours qui précèdent l'earning call. Les jours objectivement les plus logiques seraient les mardis 5, 12 ou 19 mai. Internet explose, le jeu est partout dans les médias. Zelnick arrive devant ses investisseurs avec une vague de hype monumentale derrière lui. Pour les actions Tech2, c'est le meilleur carburant possible. Scénario numéro 2, l'annonce de la date du trailer le jour du call. Au lieu de sortir le trailer avant, Rockstar attend le 21 mai pour annoncer officiellement quand le trailer arrivera, une sorte de teaser. Ça crée une fenêtre d'attente contrôlée et c'est aussi quelque chose que Rockstar a déjà fait par le passé, annoncer en avance pour maximiser l'anticipation, même si j'y crois très peu parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait, ça leak, donc j'y crois pas trop. Scénario numéro 3, le trailer sort après le call mais sans annonce, ça reste possible. Tech2 rassure ses investisseurs le 21 mai avec une confirmation ferme de la date de sortie, des premières infos sur les précommandes ou des petits trucs, et Rockstar sort le trailer quelques jours plus tard, entre fin mai et fin juin, pour démarrer la grande machine marketing de l'été. Scénario numéro 4, c'est rien du tout, et on aura que du nouveau plus tard cet été. Et le dernier scénario, je pense que ça ce serait le pire, c'est un nouveau report avec un simple message Hi everyone. Ça, c'est les scénarios possibles, c'est factuel. Maintenant, comme vous me l'avez demandé, je vous donne mon avis sur ce décalage de l'appel aux investisseurs de Tech2. De mon avis, ces réunions sont planifiées des semaines à l'avance, elles sont pas censées bouger, donc si Tech2 a décalé cette réunion d'une semaine, c'est peut-être parce qu'ils avaient besoin de cette semaine supplémentaire pour quelque chose, et la seule chose qui a du sens d'après moi, dans ce contexte précis, c'est aligner leur calendrier avec celui de Rockstar. Et ce qui me frappe le plus, c'est la déclaration de Zelnick en février. D'habitude, il parle dans un langage de code depuis des années, et là, il a complètement cassé ses habitudes de com pour promettre le début du marketing cet été. Je trouve que ça dit tout en vérité. Quand un PDG commence à parler de marketing dans un earning call, c'est qu'il amène du concret sur la table. Alors, est-ce que ce trailer 3 arrive avant le 21 mai? Peut-être. D'après moi, il y a de grandes chances. Est-ce qu'on aura au minimum une grosse annonce autour de cette date? Ça, je pense que oui, j'en suis quasi certain. Parce qu'on n'a rien eu sur le jeu depuis quasiment un an. On arrive aux 6 mois avant la sortie du jeu. Et GTA 6 ou pas, pour n'importe quel jeu, tu peux pas rester à rien sortir, arriver à ce stade. Maintenant, c'est que mon avis, j'ai pas de boule de cristal, et évidemment que je peux me tromper. Tous les insiders, médias, journalistes commencent à parler, à s'exciter autour du sujet. GTA 6 O'Clock et Games Radar ont parlé dans le dernier épisode de leur podcast sur GTA 6 en disant qu'ils croient vraiment que GTA 6 ne sera pas encore repoussé, ils font totalement confiance au planning actuel, et même si c'est une supposition, ces gars-là ont grave de l'expérience dans le domaine. Tom Henderson, l'un des insiders les plus respectés du milieu, celui qui avait correctement prédit plusieurs infos sur GTA 6 avant qu'elle soit officielle, a évoqué le timing de ses earning calls et sa connexion avec le marketing du jeu. Il a longtemps été sceptique sur les dates annoncées par Rockstar et a dit qu'il commence maintenant à faire confiance au calendrier de sortie. Kiwi Talks en a aussi parlé, en faisant même un commentaire super important. Il souligne que le marketing de GTA 6 commence officiellement cet été et il insiste sur le fait que ce serait bizarre que Rockstar balance un trailer puis disparaisse après, ce qui veut dire en gros que si un nouveau trailer sort maintenant, ça veut dire que toute la promo va vraiment démarrer. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, Tom Henderson était un petit peu sceptique sur les dates annoncées par Rockstar Games. Du coup, c'est un peu la première fois depuis l'annonce du jeu qu'il est d'accord avec ça. Du côté de Games Hub, les journalistes ont été clairs, si le call du 21 mai se passe sans annonce d'un nouveau report, c'est probablement le signe que la date de sortie est enfin finale, qu'un troisième trailer suivra au moins quelques mois avant le lancement. Le média Screen Rant a également relayé que si on passe ce 21 mai sans mauvaise surprise, on est vraisemblablement tiré d'affaire pour le 19 novembre, avec un trailer 3 dans la foulée. Et Gameroll, un autre insider très écouté de la sphère GTA, a commenté que l'alignement entre Tech2 et Rockstar autour de cet événement créait beaucoup plus d'attentes publiques et que le marketing officiel de GTA 6 allait vraiment commencer. Maintenant, avec tout ça, Tech2 qui change soudainement la date de sa réunion, les actions qui chutent, le silence de Rockstar Games, des insiders et les journalistes qui parlent du marketing du jeu et qui sont confiants sur le planning. Tout ça peut signifier qu'une chose, un mouvement stratégique arrive autour de la réunion Tech2. Petit truc intéressant qui circule aussi depuis quelques mois dans la communauté, qui paraît un peu fou au premier abord, mais vous allez voir qu'il y a une petite logique derrière. Ça s'appelle le 177 Day Theory, la théorie des 177 jours. Ça part d'une observation sur Red Dead Redemption 2. En 2018, il y avait exactement 177 jours entre la sortie du troisième trailer du jeu et sa date de lancement. Et les fans ont appliqué ce même calcul à GTA 6, la date de sortie initiale qui avait fuité pour GTA 6 le 26 mai 2026, et la date de sortie confirmée le 19
29 novembre 2026 sont séparés d'exactement 177 jours, et le 26 mai, c'est un mardi, c'est un jour qui revient aussi beaucoup, et Rockstar a une vraie habitude de sortir ses grandes annonces le mardi. Le 26 mai, c'est un jour qui revient beaucoup, parce qu'il y a une grande symbolique autour du 26 mai, et c'est ce qui rend cette théorie encore plus intéressante, parce que c'est la date à laquelle le jeu devait initialement sortir, ça serait un cadeau de consolation pour les fans, et en plus c'est la date anniversaire de la mort de Bonnie and Clyde, le couple hors la loi qui aurait inspiré en partie les personnages de Lucia et Jason dans GTA 6. Alors est-ce que c'est une coïncidence ? Rockstar aime bien jouer avec ce genre de détails, ils sont assez connus pour ça d'ailleurs. Bon alors clairement c'est de la spéculation, mais je trouvais que c'était assez cool de vous partager cette théorie. Voilà, vous avez le tableau complet. Take-Two qui décale sa réunion d'actionnaires, les actions qui ont vraiment besoin d'un mouvement fort, Rockstar qui reste silencieux depuis des mois, Zelnick qui sort de son rôle pour promettre le marketing cet été, des insiders et journalistes qui confirment que la date se tient et que le marketing va très vite commencer, et un earning call le 21 mai qui concentre toutes les attentes. Tout ça peut signifier qu'une seule chose, quelque chose de gros arrive dans les prochaines semaines, que ce soit le trailer 3 avant le 21, une annonce officielle pendant le call, ça peut être les précommandes, ça peut être un visuel comme la jaquette du jeu, ça peut être plein de choses, ou une annonce peu après. En tout cas, les prochains jours autour de GTA 6 vont être assez historiques, je pense. Maintenant, est-ce que t'es dans l'équipe trailer avant le 21 mai, ou t'attends plutôt une info le jour même ou en suivant? Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire avant la fin de la vidéo. Ne pars pas sans le like, c'est la récompense. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si t'en veux encore plus, une playlist GTA 6 t'attend juste ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de GTA. D'ici là, portez-vous bien, bande de BG. Bye. Et demain, le salaire minimum passe... Dès demain, le salaire minimum passera à 16,60 $ au Québec, une hausse de 3,1 % au-dessus de l'inflation, ce qui correspond à un revenu annuel à temps plein de 28 000 $. Ça dépasse la mesure du panier de consommation, ce chiffre qui indique le revenu nécessaire pour couvrir ses besoins de base. Mais le problème avec cette donnée, c'est que les besoins de base, ce n'est pas la vraie vie. Une fois le loyer payé, l'épicerie faite, le réservoir à essence rempli, il reste bien des dépenses. Ça, c'est la stricte couverture des besoins. C'est pourquoi l'IRIS publie chaque année un autre indicateur, le revenu viable, celui qui se colle aux besoins réels des Québécois. On ne parle pas de voyage dans le sud, on ne parle pas de dépenses extravagantes, on parle d'une vie modeste mais décente, une dépense qui nous permet d'avoir des loisirs, de manger adéquatement, d'avoir un logement. Ce qui frappe, c'est l'écart, surtout à Sept-Îles, Gatineau et Montréal, où le salaire minimum couvre à peine les 2/3 de ce qu'il faut pour vivre dignement. Est-ce que le salaire minimum, aujourd'hui en 2026, c'est assez pour subvenir à vos besoins? Non, madame, c'est pas assez. Faut travailler au moins 40 heures et plus par semaine. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Les loyers augmentent à combien de pourcents là? 3-4 %, puis c'est comme un 30 $ de plus par mois. 16,60 $. Oui, vraiment pas assez. Tout autre scénario, toutefois, à Trois-Rivières, où l'on observe le revenu viable le plus bas. Le transport en commun plus abordable, il joue un rôle important. On est fiers de notre ville. Ça vous convainc de rester ici en temps? Oui, c'est sûr. Je ne déménagerai pas ailleurs. Pour la chercheuse Evelyne Couturier, la solution à ce manque de revenus ne passe pas uniquement par une hausse des salaires et des prestations. Il faut aussi s'attaquer à la pression financière. Ça passe par des politiques publiques, comme ce qu'on a fait avec les garderies à tarif réduit, où on a mis en place une mesure qui s'adresse à l'ensemble de la population, qui permet aux familles avec des revenus plus précaires, comme aux familles de la classe moyenne, de diminuer la case de budget qui est associée au service de garde. À noter qu'environ 4,8 % des employés québécois travaillent au salaire minimum. Une majorité sont des jeunes de 15 à 24 ans, souvent à temps partiel. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Ouais.
Mes amis, bien le bonjour. J'ai vu hier le roi britannique Charles. Tu sais, Charles, il semblerait qu'il n'arrive même pas à mettre la dentifrice sur sa brosse à dents, que chaque matin, il y a un butler payé pour tartiner la dentifrice sur la brosse à dents. En tout cas, je l'ai vu parler de géopolitique. Hein, plus on vit, plus on voit des choses. Et il parlait avec Trump de qui aurait parlé quelle langue. Trump a dit si l'Amérique n'était pas intervenue durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien les Britanniques seraient en train de parler, je crois, allemand. Et puis après, auquel le roi a répondu par plaisanterie fine que s'ils n'étaient pas intervenus précédemment, 2 siècles en avant, eh bien ce qui serait passé si les Britanniques n'étaient pas intervenus auprès des Américains, n'est-ce pas, qui n'étaient pas encore Américains, qui étaient des proto-Américains, eh bien, les États-Unis aujourd'hui seraient en train de parler français. Alors, tu vois, ça c'était juste avant de commencer à appeler à la Troisième Guerre mondiale, juste avant que le roi Charles n'appelle à une Troisième Guerre mondiale et tout ça. Alors, tu vois ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que tu regardes ces gens qui dirigent, qui sont finalement les héritiers des gens qui ont dirigé précédemment les peuples, eh bien, tu les regardes et ils transforment des guerres, comme Deuxième Guerre mondiale, 80 millions de morts à travers le monde, eh bien, ils transforment ça en une sorte de querelle linguistique. Tu vois, ils résument ça en des histoires qui auraient parlé anglais, qui auraient parlé français ou allemand, je dirais qu'aujourd'hui, plutôt qui aurait parlé ourdou, quoi. C'est peut-être ça la grosse question. Mais en tout cas, oublions les sujets qui fâchent, hein, parce que ça, c'est un sujet qui peut assez facilement fâcher. En tout cas, je suis ici au Royaume-Uni et je te dis, depuis quelques jours, et je regarde le pays avec un regard nouveau, quelque part. Parce que quand je suis parti en Afrique, là, je te parle d'expérience, c'est une expérience émotionnelle, j'aurais pas pu la prévoir, on ne peut pas prévoir ces choses-là, on les vit, et après on voit ce que ça donne. Alors, ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, j'ai de la distance, j'ai vraiment de la distance par rapport à ce qui se passe. Tu me diras, oui, mais bon, tu es là depuis une semaine, si tu restes 6 mois, tu seras en train de dire autre chose. Possible. Hein. Voilà, mais je regarde le pays aujourd'hui, je regarde ses folies, comme par exemple juste avant que je mette sous presse, juste avant que j'appuie sur REC, j'ai vu qu'ils vont interdire les machines à laver, hein, les machines à laver le linge. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine pour des raisons climatiques, je n'ai même pas tout lu. Je crois qu'ils veulent qu'on revienne à la planche, tu sais, une planche, la grosse bassine en métal, et puis le morceau de savon de Marseille, tu sais, là, les mamans d'antan avec le bébé accroché sur le dos, comme ça, qui est bercé par le mouvement du savon sur la planche. Ouais, c'est peut-être vers ça qu'ils veulent revenir, je sais pas. Mais en tout cas, je m'en fous complètement. Ça, c'est la différence par rapport à avant. C'est ce que je cherchais à te dire. Parce que des nouvelles stupides comme celle-là, dans un pays qui a perdu complètement la tête, c'est le quotidien. Je veux dire, c'est même pas le quotidien. On peut en trouver une toutes les 4 heures, des décisions. Tu sais que le pays, par exemple, est en train d'emprunter à près de 6%. Les obligations d'État britannique à 30 ans sont à presque 5,8. Sont en train d'aller à 6%. C'est littéralement du prêt CTLM. Et cet argent-là est pris tel quel et versé en aide sociale. C'est faux. Pas versé en aide sociale. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si je te dis ça, c'est vrai, oui, ça sera vrai, mais il y a un élément important qui manque dans l'équation. En fait, si tu veux, ici, tout est fait pour les grands, n'est-ce pas? On va par exemple écraser le petit magasin pour favoriser Amazon, par exemple. Et puis, si tu regardes, pratiquement toutes les lois qui sont passées, tout ce qui existe là, est fait pour les grands et pour écraser les petits. Alors, dans le cas dont je te parle, aide sociale, tu imagines que des gens ne travaillent pas. Tu imagines que c'est des gens qui ne bossent pas, et puis voilà, toute l'aide sociale. C'est pas vrai, en fait. Une bonne partie des travailleurs dans ce pays sont éligibles aux aides sociales parce qu'ils sont payés
au lance-pierre. De sorte qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont bosser, par exemple dans un supermarché ou un hangar, un truc comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que leur employeur les paye, et puis le contribuable finance, bien en emprunte pour financer le reste du salaire. Donc en fait, on est en train de compenser la masse salariale de ces entreprises pour leur laisser plus d'argent, plus de profit pour leur actionnariat et pour leur PDG. Des entreprises qui vont payer 100 millions par an à un PDG, nous on va leur payer des milliers et des milliers de salariés qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils auraient dû les payer au vrai prix. D'accord ? Donc eux ils payent la moitié, et nous on paye la moitié. Ça c'est beaucoup plus équilibré. Une loi arrive demain, pour te dire. 1er mai, loi arrive demain. C'est ce qu'elle va faire cette loi ? Elle va faire ce que je vais te raconter. Elle va encadrer les loyers, elle va encadrer la location, réguler le marché locatif. Honnêtement, je ne vais pas arriver pour être ultra hostile à cette loi. C'est pas nécessairement mon but. Il y a peut-être, chez certains de ces signataires, il y a peut-être une volonté de sortir le Royaume-Uni de l'ère victorienne en donnant un peu de droit aux locataires. Oui, mais c'est une loi qui va rendre la location tellement compliquée que beaucoup de propriétaires ne vont pas louer. Parce que ça devient un risque énorme de louer. Si tu loues, tu oublies un papier, tu oublies juste un truc, un document énergétique, machin, 2 ans, 3 ans plus tard, le locataire peut porter plainte contre toi, tu lui rembourses l'intégralité des loyers, plus une compensation, plus une amende, plus les frais de justice. Donc, louer devient un risque énorme. Ok ? Alors attention, ça s'applique jusqu'au loyer de 10 000 livres sterling par mois. Au-delà, ça ne s'applique pas. Ça veut dire tout simplement, tout ce qui est château, tout ça, hôtel particulier, c'est appartements ou maisons individuelles à Londres, grand standing, tout ça, ça ne s'applique pas. Ça veut dire que tout simplement, on va appliquer ça à la population de manière générale, mais pas à l'ultra-classe. L'ultra-classe, elle sera exemptée de cette loi. Tu vois, une loi comme ça pour les uns et une loi pour les autres. Mieux encore, c'est quoi le but ? Le but vicieux. Alors le but en apparence, c'est qu'on va améliorer la situation des locataires. Et peut-être, dans une certaine mesure, on va un peu l'améliorer. Oui, c'est vrai, je ne vais pas nier cela. Mais attention, le but réel de la loi, quand tu le regardes, et ça c'est l'esprit des lois dans ce royaume, c'est que ça va devenir tellement une usine à gaz réglementaire que finalement, quand tu prends Jean-Pierre, qui sort avec Caroline, eh bien, ils vivent dans l'appart ou le studio de Caroline, et Jean-Pierre, son appartement est vide, mais il ne pourra pas le louer. C'est trop compliqué. Il prend trop de risques. Donc, il va le laisser vide. Que va-t-il se passer pour Jean-Pierre ? Il ne pourra pas toucher la valeur. La valeur, il ne pourra pas la prendre. Donc, en fait, tout ce qui est fait là pour détruire la valeur pour les petits. On va lui dire, laisse ton appartement vide et ne le loue pas. Que va-t-il se passer ? Quand tu prends ces grosses boîtes, ces méga boîtes qui vont posséder 5, 10 000, 20 000 logements, elles ont quoi ? Elles ont des départements de conformité, elles ont des avocats payés à l'année, elles ont des juristes, elles ont des spécialistes, elles ont des étages entiers dans des tours en verre à Londres, de gens qui sont juste là pour faire de la conformité. Et tu sais qui paiera leur salaire ? Le locataire. On va lui rajouter sur le loyer, on va lui mettre la partie conformité. Et ceux-là, aucun problème. Pourquoi ? Parce que ceux-là ont une économie d'échelle. Là où Jean-Pierre avec son studio, lui, ne pourra pas. Tu vois ? C'est ça l'idée. C'est toujours ici, détruire le petit pour favoriser le grand. Détruire l'épicerie pour favoriser Amazon. Voilà, donc, tu vois, je te dire, maintenant je le vois, mais avec détachement. Parce que maintenant, ce n'est plus ma vie. Je pourrais même vivre ici, tu sais. Mais ça ne me toucherait pas. Ça ne me toucherait pas, vraiment. Faites comme vous voulez. Vivez comme vous voulez. Moi, je suis là, je regarde. Je me sens un peu vivre en parallèle. Je ne sais pas comment te dire. J'ai l'impression qu'il y a une vitre. Alors, tu me diras, il y a vraiment une vitre. Je suis dans une voiture où il y a une vitre. Mais en fait, je sens qu'il y a une vitre entre moi et cet environnement.
Et c'est peut-être parce que j'ai vécu à l'île Maurice pendant 1 an que qu'aujourd'hui j'ai cette distance, voilà ce que je veux dire. J'ai cette distance avec les choses, tu vois. Autrement, j'apprécie d'être ici. Hein. Autrement, vraiment, je suis très content d'être là. Il fait beau, les gens sont agréables, ils sont sympas, la nourriture est bonne. Franchement, je retrouve ma voiture. Ça me manquait un petit peu de conduire une voiture puissante. C'est vrai que c'est un plaisir, c'est quelque chose qui me manquait, d'accord, parce que je roule dans une petite voiture. À l'île Maurice, il n'y a pas beaucoup de grandes voitures là-bas, c'est très limité. C'est une île, hein, c'est normal. Hein, tu vas à Singapour, tu vas dans les îles, etc. Le marché automobile ne sera pas aussi large, quoi. Enfin, ils vont les interdire ici de toute manière. Hein. Je pense qu'un jour, on va inverser tout ça. Hein. Voilà. Mes amis, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté jusque-là. C'était un plaisir de partager avec vous. Et je vous rappelle mon livre, Le Titan. Le Titan, c'est ces gars qui sont partis vers le Titanic pour aller explorer, pour aller voir de près. Ils n'ont rien vu, hein. Ils ont vu que le noir, ils ont plongé dans une eau qui est comme du café. Ils ont fini. On a donné une boîte à chaussures à leurs parents, hein, à la famille. La famille a reçu. On a gratté le fond marin, on a trouvé un peu d'ADN, si tu veux. On a mis ça dans une boîte, on a donné à la famille. Voilà. Ouais, c'est terrible comme histoire. On se voit dans la prochaine, mes amis. À très bientôt. Le nouveau mozzarella gourmet de